Oui, oui, nous sommes lundi 24 avril, on espère que vous vous portez très très bien. Nous, ça va, on est content de vous retrouver. Bienvenue dans le Grand Talk et ce soir, je suis en compagnie de monsieur Alain Toussaint à ma droite. Bonsoir Alain, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais bien votre vous-même. week-end? Vous savez bien. Bah exactement, hein, une petite virée quand même du week-end. Bien sûr. Ça s'est plutôt bien passé. Madame Bleu, bonsoir, comment allez-vous? Oui, très bien, Brice. Bien aussi, votre week-end? Oui, très animé comme d'habitude avec un bébé. Exactement. En famille. Hein. En famille. Oh, je peux savoir ce que vous vivez. Hein. Tu rentres dans le club. Exactement. Bonsoir Daouda, Bonsoir Brice, comment vous allez? je vais très bien chez vous. Oui, c'était le week-end de la fête Ramadan, vous. Oui. Et pendant les 3 jours, je pense que en tout bon musulman, j'ai bien fêté la fête de Ramadan d'abord le vendredi, samedi c'était bien, dimanche après il fallait se promener avec les enfants parce que pendant ces 3 jours-là, les enfants prennent du temps pour écumer tous les Attends, lieux. tu as écumé les... Oui, j'ai écumé ça avec ma fille et il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde. C'est le cas de le dire, hein, quand même, pour dire qu'on a fait un tour. Mais c'est au le niveau lieu aussi. comment vous appelez ça? Des grandes Les surfaces? les grandes surfaces. Ouais. Et en fait, c'est le lieu pour moi en fait, d'attirer l'attention des pouvoirs publics, notamment des mairies, pour qu'ils puissent créer des centres dans les différentes communes. Ça va empêcher que les enfants puissent quitter un quartier pour aller dans un autre quartier. Des lieux de loisirs. C'est bien ça. Voilà. Vous pensez que c'est plus le loisir ou les photos? Non, mais justement, si c'est beau, chacun va rester dans son quartier. Si vous avez remarqué, depuis qu'ils ont commencé à mettre des sapins colorés à bobo un peu partout, les gens vont de moins en moins au plateau en début d'année. Voilà. Il faut décentraliser ça aussi. Il faut décentraliser les loisirs. Les loisirs, en tout cas, c'est un peu ça. Votre plaidoyer, je pense, a été entendu et il est porté par de nombreuses voix. Élisée, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Et vous-même? Ça va très très bien. Super. Bon, j'imagine hein, que vous avez fait le tour des familles, les familles alliées, les familles musulmanes. Oui, vendredi. Partagez- Non, vendredi, j'ai répondu quand même à quelques invitations de certains amis par amabilité, par courtoisie. Le samedi, c'était repos général et le dimanche, comme d'habitude, église et famille. Bon, voilà. On a fait un peu le tour hein, pour que chez vous à la maison, vous puissiez certainement vous identifier à un des week-ends, passer par un de nos chroniqueurs sur les plateaux. Ben, enfin, on espère que votre week-end, il a été très très bien. Nous sommes lundi, une nouvelle semaine, nouveau parcours, une nouvelle aventure que nous entamons pour le Grand Talk. Et justement, les amis, pour ma grande révision, pour entamer notre parcours, j'ai décidé qu'on évoque la question de la SEC Mimosa, donc dans le cadre de la CAF, de la Confédération africaine de football. Eh bien, c'est la SEC Mimosa qui a fait match nul, 0-0, donc contre l'équipe tunisienne. Élisée Boulougbe, comment on peut analyser ce match nul? C'est un bon point plutôt? Ben, de l'avis de plusieurs observateurs, c'est un bon point. Le point rapporté depuis Monastir en Tunisie, le nul 0-0. En tout cas, de l'avis de plusieurs observateurs, c'est je dirais un avantage pour, Ils ont tenu un échec, pour la SEC Mimosa. Mais ben, vous savez que c'est le football. Le football, c'est la réalité des 90 minutes sur le rectangle vert. Déjà, le fait de n'avoir pas encaissé de but et de n'avoir pas perdu le match aller, on se dit que c'est déjà un petit avantage, juste un petit avantage, déjà moral, parce qu'on se dit qu'on a fait l'essentiel en évitant éventuellement la défaite. On attend donc le 30 pour concrétiser cela, le 30 avril prochain à Bouaké. On espère que la SEC va convertir, je dirais, tout cet optimisme que beaucoup de sportifs ivoiriens, beaucoup d'observateurs ivoiriens ont en ce moment précis de voir la SEC aller en demi-finale. Ça sera déjà une très bonne chose, surtout que depuis pratiquement environ 5 ou 6 ans, la dernière campagne de la SEC remonte à cette période-là. C'est vous dire africaine, voilà, c'est vous dire déjà que c'est avec beaucoup d'attentes que l'US Monastir sera reçu le 30 avril prochain à Bouaké. Très bien, on a nos chances déjà. Quand on tient une équipe en échec sur cette installation, c'est plutôt bon signe. On espère que sur les nôtres, le scénario ne va pas se répéter. Mais on a confiance aux jaunes et noirs, les mimosas, comme on dit. Hein, Daouda? Oui, effectivement, quand tu sais qu'au début de cette compétition africaine, la SEC était en ballottage très défavorable, ils perdaient, mais finalement ils sont sortis premiers de leur poule. Et aujourd'hui, aller tenir en échec l'US Monastir en Tunisie, je pense que je suis sûr et certain d'une chose, en cas d'une seule victoire, en espérant qu'on n'ait pas un certain Orlando Pirate d'une certaine année,
Je suis sûr que la SEC est aujourd'hui en train de montrer qu'il y a de beaux jours et on peut espérer, on peut compter sur ces mimosas-là, les jaunes et noirs. Très bien. Vous aurez également le soutien de toute la Côte d'Ivoire, hein, même de l'Africa Sport, qui vous soutiendra parce que c'est une équipe ivoirienne qui est engagée dans cette compétition-là. Donc on lui dira bonne chance. Déjà bravo Mimosa pour, on va dire quoi, ce match nul. C'est une petite performance réalisée sur les installations de l'adversaire. Donc on attendra les équipes ou l'équipe tunisienne ici à Abidjan et on remportera la victoire. Vous avez vu. Même en tant que supporter de l'Africa Sport, je me suis inclus. Voilà. Par solidarité footballistique. Bon, les amis, je rappelle qu'au cours de cette émission, nous aurons en invité Dr Thiam Ouattara. Il est responsable du développement et la mise en œuvre du programme spatial de l'Union africaine. Waouh, vous me direz. Ainsi que M. Dominique Traoré, premier vice-président et porte-parole du mouvement Génération Capable, le MGC. Madame Bleu, le parti de... Enfin, on dira le mouvement. Bien sûr, le mouvement des générations capables, donc de Simone et Yves Gbagbo. Très bien. Ok. En tout cas, on en saura plus aujourd'hui. Hein. Très, très bien. Bon, allez, justement, vu qu'on a tout de suite évoqué la question politique, nos amis sur le plateau, eh bien, j'ai une question pour vous, mes chers amis. Eh bien, le président, le chef de l'État, Alassane Ouattara, va s'adresser demain mardi à Abidjan, donc sur son discours à propos de l'état de la nation. Il prononcera donc son discours devant les parlementaires réunis en congrès conformément à l'article 114 de la Constitution ivoirienne. Alain, dans quel cadre, on a envie de dire, ce discours-là se présente? On parlait déjà. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'on doit attendre de ce discours de la part du chef de l'État? D'abord, le Congrès, c'est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, ils forment le Congrès devant lequel le président de la République se réunit, mais qui se réunit, le Congrès, sous trois conditions. La première, c'est en cas de modification constitutionnelle. Donc, le Congrès, donc le Sénat, l'Assemblée se réunissent. Déclaration à la nation du président, donc discours sur l'état de la nation. Et puis, troisième possibilité de Congrès, c'est lorsque, par exemple, la Côte d'Ivoire doit ratifier un traité international d'envergure qui nécessite que les deux parlements se réunissent pour travailler. Et demain, ce sera la troisième fois que le président de la République se présentera donc, devant le Congrès pour y faire état des avancées de la politique sociale, économique et politique. Les deux fois précédentes, à quel scénario a-t-on eu droit? Alors, en 2020, il y avait eu la grande annonce de sa renonciation à la candidature pour l'élection de 2020. Et puis, en 2022, il avait également été au devant des sénateurs et des députés pour prononcer un discours sur l'état de la nation. Et la nomination du vice-président. Et la nomination d'un vice-président. Et la confirmation du Premier ministre. Poste qui était vacant alors que la Constitution le prévoit. Donc demain, évidemment, on s'attend à ce que quelques annonces soient faites, même si elles ne devraient pas forcément changer le visage politique. Daouda, vous qui avez vos oreilles qui traînent un peu derrière des portes de temps en temps, est-ce que vous avez un peu entendu des choses concernant ce que pourrait dire le président, le chef de l'État? Non, déjà, je pense qu'il ne faut pas, comme son nom l'indique, l'état de la nation, il va venir parler de la santé socio-économique et politique de la Côte d'Ivoire dans un premier temps, quand on sait que depuis le début de l'année, on est frappé par une inflation qui ne dit pas son nom, mais c'est pratiquement le monde entier qui le vit à cause de la crise russo-ukrainienne. Mais je suis sûr et certain que lors de cet état de la nation, il va parler sûrement de la vie chère, peut-être, pourquoi pas, de la canne, mais il y a quelque chose auquel le président nous a habitués. Parce que lors de ces deux dernières rencontres, il a fait de grandes annonces. Et je pense que sûrement, il va faire une autre grande annonce. Sûrement, il va nous surprendre. Mais comme on a à l'orée d'une élection couplée régionale et municipale, sûrement, qu'il va faire de grandes annonces concernant cette élection-là. Mais là, on ne pourra faire que de la spéculation. C'est lui seul qui peut savoir ce qu'il va dire demain. Donc on va attendre demain pour voir réellement ce que le président va annoncer. Si vous, Daouda, vous avez des oreilles qui traînent, Madame Bleu, vous, votre ordinateur a un peu fait le tour des ordinateurs. Est-ce que vous avez pu recueillir quelque chose? Est-ce que des choses ont fuité? Pas de choses qui ont fuité, mais peut-être des informations qui pourraient toujours être utiles à l'opinion publique pour comprendre un peu pourquoi on parle de discours devant le Congrès. C'est vrai que Alain l'a expliqué avec les deux chambres qui sont convoquées par le président de la République. Donc, le président de l'Assemblée nationale qui a été informé par courrier de ce Congrès. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République a 3 grands rendez-vous face à la nation.
chaque année. Donc, il y a un rendez-vous constitutionnel qui est celui qu'on va voir demain, donc le discours devant les deux chambres du Parlement, et qui est constitutionnel. Et on a le discours à la nation le 7 août, et la veille du 7 août, et le discours, exactement, le discours du 31 décembre. Donc, ce sont des rendez-vous qui sont attendus, et ce rendez-vous constitutionnel, en fait, c'est vraiment, comme tu l'as dit, le moment pour le chef de l'État de faire le diagnostic de la nation, de l'état de la nation, sur les aspects sociaux, économiques, politiques, et en profiter également pour faire une grande annonce. Pour l'instant, on a essayé de tendre nos oreilles. On n'a pas vraiment eu d'informations à ce sujet. On verra bien ce qui va se faire demain, ce qui sera dit demain. Et il faut préciser que ça se fera à l'Hôtel Ivoire, au Sofitel Ivoire, devant 255 parlementaires et 99 sénateurs. Alors justement, Alain, vous en parliez avant de venir à l'Élysée parce que j'ai une question pour vous. Alain, cette adresse à la nation, donc au Congrès, se fait à Abidjan. Oui, c'est d'ailleurs cela un peu l'étonnement lorsqu'on a vu la convocation adressée aux parlementaires. Les deux précédentes fois, c'était à Yamoussoukro que le Congrès s'était réuni à la Fondation Houphouët-Boigny. Alors on se dit finalement que aucun régime en Côte d'Ivoire n'assume la décision de 84, c'est-à-dire c'est exactement il y a bientôt 40 ans qu'on a décidé que le président Houphouët a transféré la capitale politique à Yamoussoukro. Et puis, bon, de temps en temps, de manière épisodique, il y a quelques grands rendez-vous nationaux ou internationaux qui se tiennent dans le centre du pays. Et là, au moment où on pouvait espérer que ce congrès se réunisse à Yamoussoukro, on nous annonce que c'est à Abidjan. Donc, c'est aussi quelques interrogations que cela amène. J'ai ouï dire qu'il y aurait, ce serait peut-être dû au fait qu'il y a des réceptifs hôteliers qui sont en réfection. Les plus importants de Yamoussoukro. Les plus importants de Yamoussoukro qui sont en réfection en ce moment, donc d'où le choix d'Abidjan pour abriter pour la journée, le congrès. On part le matin, on revient le soir. Voilà, c'est quelque chose qui aurait pu ne pas être forcément un empêchement pour la tenue de ce congrès à Yamoussoukro. Je veux dire, quand vous dites comme ça, je pense que vous avez pris un raccourci. On part le matin, on revient le soir, mais il y a les équipes qui doivent s'y rendre, qui doivent de grosses dépenses en fait. Qui doivent surtout préparer les arrivées des délégations. Bon, après, on se prépare pour la CAN, donc on parle de réceptifs hôteliers. C'est vrai qu'on a encore du temps pour la CAN, mais s'il y a des insuffisances de réceptifs hôteliers pour juste le congrès, accueillir le congrès, bon, après... Non, je ne pense pas que c'est une question d'insuffisance des réceptifs. Ces réceptifs sont en réflexion. Donc, sûrement, d'ici à la fin du mois, le mois prochain, ça va se finir. Mais moi, j'estime que si aujourd'hui, le président décide de faire ça à Abidjan, si... Pour ma part, en tout temps, on se plaint que oui, on dépense trop, tout et tout. S'ils veulent le faire à Abidjan, juste pour un débat de 45 minutes, un discours de 45 minutes, 50 minutes, à tout casser 1 heure du temps, s'ils veulent le faire à Abidjan, tant mieux, parce que dire qu'on va déplacer 250 députés et 90 sénateurs à Abidjan, mais c'est du carburant qu'on paye, c'est la gendarmerie qu'on mobilise, c'est la police qu'on mobilise, mais c'est des fonds qu'on va mobiliser juste pour un discours de 40 minutes. Moi, je dis tant mieux si on le fait à Abidjan. Mais Alain n'est pas d'accord avec vous. Oui, mais ça sera au moins... Quand tu fais la comparaison... Écoutez le point de vue... Je pense qu'il faut aller au-delà des chiffres. Une question de symbolique pour vous, Alain? Symbolique parce que cela montre quoi? Cela signifie simplement que nous avons créé des institutions qui très souvent sont dépourvues de sièges. On sait par exemple que le Sénat n'a pas d'hémicycle à Yamoussoukro, alors que c'est une institution qui est nécessaire. Le Sénat s'est réuni en plénière à la Fondation Houphouët-Boigny. Le Sénat a des bureaux à l'extérieur, etc., etc. Et donc ça, c'est un problème d'abord de logistique qu'il faut qu'on règle. Regardez un peu nos assemblées territoriales, nos gouvernorats ou les districts de région. Combien ont des sièges? Vous voyez, donc il y a un problème. À l'empilement d'institutions ou de collectivités doit s'accompagner la construction de vrais édifices qui accueillent l'État. Et moi, j'estime que quand on réunit le Congrès, on doit être, comme on dit, dans nos locaux. Quand la Constitution ivoirienne prend, comme on dit, copie sur la Constitution française, quand on dit le Congrès se réunit à Versailles, Versailles qui est quand même le palais de la République, enfin française. Le Congrès américain, tout simplement. Le Congrès à Versailles, c'est parce qu'en 1870, c'était le siège de la première Assemblée nationale française. Donc, ils ont quand même des symboles auxquels on doit forcément se rapporter quand on veut évoquer la vie politique. De la symbolique. J'ai lisé que je n'ai pas eu sur la question. Maintenant, juste un mot. Oui. Sur les gendarmes, les policiers qu'on mobilise, excusez-moi Daouda, mais le centre du pays est quand même assez pourvu
en hommes et en femmes pour assurer la sécurité. Donc, pas besoin de déplacer toute la République. Généralement, quand il y a des activités à Abidjan, à Yamoussoukro, on a le personnel qu'il faut suivre. Il y a le personnel qu'il faut suivre. Donc, ce n'est pas un argument qui non, tient si, ça tient quand même. Bon, d'accord. Je vous écoute sur la question. Oui, mais sur la question de à quoi doit-on s'attendre concernant l'intervention du chef de l'État devant le Congrès demain, je pense que mes amis ont plus ou moins fait le tour de la question. Moi, je pensais peut-être à une possibilité... Pardon, lisez la question, et je vais la préciser pour vous. Est-ce que vous pensez que le contexte se prête à des annonces fortes? Est-ce qu'il y a... Ben, quand vous dites que... Parce que ça pose une problématique. C'est quoi vous appelez annonce forte, en fait? Non, pour dire, à un moment, je vais revenir à ce qu'Alain disait, à un moment, on n'avait pas de vice-président. On se disait, bon, dans le discours, il y a certainement une annonce, par exemple, pour la vice-présidence. Moi, je pense que le contexte se prête à... Déjà, je ne parlerai pas d'annonce forte, mais à la prise de parole du chef de l'État. Le contexte s'y prête. Parce que depuis quelques mois, quand même, c'est vrai que le chef du gouvernement est monté au créneau sur certains sujets, mais on était quand même en attente de ce que le chef de l'État dirait devant cette impatience. Je ne dirais pas cette impatience, mais devant le fait que certains Ivoiriens vraiment se plaignent sur certains sujets, sur certaines actions qui sont des actions aussi importantes. Donc, il était quand même bien que le chef de l'État prenne la parole pour essayer de situer l'ensemble des Ivoiriens sur, comme lui-même le dit, l'état de la nation, la vie de la nation, sur tous ces aspects. Mais je crois, ou du moins je pense, je ne dirais pas que mon petit doigt me dit ou bien que j'ai écouté aux portes, mais je me dis que ça serait peut-être l'occasion aussi pour le chef de l'État de revenir sur certains aspects concernant la réforme constitutionnelle. C'est des possibilités. Comme je le dis, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je me dis que ça pourrait être une occasion pour le chef de l'État de revenir sur certains aspects, notamment sur la question de la réforme constitutionnelle, parce que quand je parle de réforme constitutionnelle, je parle d'un certain nombre d'éléments, bien évidemment, qui aujourd'hui sont au cœur des débats politiques. Je crois que ça sera peut-être l'occasion pour le chef de l'État de revenir un peu dessus. Les annonces fortes, le contexte. Là, on s'en va en élection. Il y a la question de la limitation de l'âge. Est-ce que c'est des points qui pourraient être éventuellement évoqués par le chef de l'État? Bon, enfin, il y a qu'à patienter, Alain. Oui, je voulais dire, pour rebondir sur ce que Elisa a dit, il y a quelques jours, on évoquait la possibilité de modifier la Constitution relativement au nombre de sessions parlementaires. C'est ça. Bon, cela aurait pu se faire carrément par voie parlementaire, mais le président peut, au cours de son adresse à la nation, indiquer qu'on revient à la formule du passé qui instaurait déjà 2 sessions parlementaires, parce qu'après 2016, avec la nouvelle Constitution, on en était venu à 1 session. Donc là, du coup, on aura 2 sessions parlementaires, donc ce qui laissera du temps aux députés, par exemple, à partir du 30 juin, de partir dans leur circonscription, enfin, aux députés et aux autres élus, pour faire campagne au moment, enfin, pour les élections locales. Maintenant, en termes d'annonce politique, on ne sait pas. Ça fait exactement 1 an qu'on a eu le 5e round du dialogue politique. Et ce dialogue politique, ces résolutions, avaient prévu un certain nombre de décisions pour décrisper l'atmosphère. On sait aujourd'hui que l'attente forte chez les partisans du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, c'est justement qu'il y ait une loi d'amnistie qui permet à Laurent Gbagbo de recouvrer ses droits politiques. Pas seulement lui, mais également Charles Blé Goudé et toute autre personnalité politique qui pourrait être concernée par ce type d'empêchement. Donc, je ne sais pas si le président dirait cela, mais puisque c'est un blocage qui, évidemment, empêche d'avancer, certainement qu'on aura peut-être quelque chose de ce côté-là. Mais ça, je ne mettrai pas ma main au feu. Si vous étiez le président, en tout cas, vous auriez évoqué ces points-là. Oui, en tout cas, je ne sais pas si j'aurais donné suite à leur demande, mais je pense que c'est un sujet important. Vous auriez évoqué le sujet sans forcément donner suite. Voilà, c'est ça. Vous avez fait de la politique. Très bien. En tout cas, on va dire quoi? Un peu plus de 24 heures nous séparent de cette déclaration. Donc, on va rester patient, on va regarder. Et puis, forcément, on aura l'occasion de décrypter cette annonce du chef de l'État demain, je vous rappelle, qui s'adresse au Congrès. Qui s'adresse à la nation, globalement, la nation ivoirienne. On sera très attentif à ce que le président Alassane Ouattara pourra évoquer. Alors, justement, je crois qu'on va terminer sur une petite problématique en 1 minute, parce qu'après, on a l'invité. C'est surtout ce déficit de communication. Qu'on décide comme ça que le président s'exprime à Abidjan et non à Yamoussoukro, qu'il n'y ait pas d'annonce officielle. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a juste la convocation. Mais non, les raisons
du fait que ce discours se tienne à Abidjan? Non. Bon, on a parlé de... On a supposé... C'est une supposition qu'on a faite. Il n'y a pas eu de communication officielle. Je pense que ce n'est pas forcément obligé de s'expliquer sur le choix de... Si, au moins, on peut donner des éléments de langage à la presse, d'abord même sur les éléments constitutifs du discours du président, au moins qu'on donne un peu des biscuits. Mais Alain, moi je pense que... Moi je pense que si c'était de coutume, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'une annonce officielle avec les raisons et autres, si c'était de coutume, et que cette fois-ci, ce n'était pas fait, on aurait pu aisément et logiquement se poser la question. Mais depuis toujours, sur les 3 congrès, à aucun moment, le chef de l'État on a donné de raisons officielles de pourquoi on doit discuter. C'est on était plutôt sûr. De pourquoi on est quitté à Yamoussoukro. Voilà, c'est ce que je dis. Oui. Je reviens à la question. La première fois qu'on a décidé de faire le congrès à Yamoussoukro, que le président a décidé de convoquer le congrès à Yamoussoukro, il n'y a jamais eu de raison pour qu'on allait à Yamoussoukro. On a juste dit qu'il reçoit le congrès politique. Oui, c'est ce que je dis, Alain. C'est une supposition ce que tu dis. Mais il n'y a pas eu de raison. Rien ne nous a expliqué pourquoi le choix de Yamoussoukro. Donc aujourd'hui qu'on vienne à Abidjan, rien que ça s'est tenu 2 fois sur 3, on a estimé que ça faisait la norme. Cette 3e fois, c'est le choix d'Abidjan qui est fait. Mais je pense que la supposition que tu as donnée toi-même, je pense que c'est une supposition qui peut tenir dans la mesure... Non, mais pour nous éviter de supposer, de supposer... Aujourd'hui, quand on le veut, même il y a eu une activité là-bas où les gens n'ont même pas pu tenir parce que l'hôtel président en réflexion, l'hôtel parlementaire en réflexion. Et ça se dit aussi, le chef de l'État, ça se dit, le chef de l'État va s'adresser au Congrès en Côte d'Ivoire en raison de la réflexion, de la restauration. Ça peut se dire. Mais comme il n'est pas obligé, comme il ne peut pas le dire aussi. Les services de communication peuvent juste donner quelques arguments aux médias. Pour nous éviter d'avoir des suppositions. Non, mais je pense, moi je comprends, quand il dit il est dans le symbole, je comprends, je l'entends. Mais je veux dire, en même temps, le faire à Abidjan ici, c'est pas aussi mauvais. Mais personne n'a dit que c'était mauvais. Personne n'a dit que c'était mauvais. C'est juste le choix du changement. Exactement. Ça n'a pas se justifier sur ça. Parce qu'on a passé 2 minutes à vouloir chercher les raisons du changement. On les aurait eues, on aurait gagné 2 minutes. On aurait gagné 2 minutes sur notre vie. Nous rejoignons à présent sur le plateau du Grand Talk, à présent Dr Tidiane Ouattara, responsable du développement et la mise en œuvre du programme spatial de l'Union africaine. On le reçoit maintenant sur le plateau du Grand Talk. Il s'installe, monsieur Dr Tidiane Ouattara. Bonsoir docteur, comment allez-vous? Merci d'être présent sur notre plateau. Alors, on présente un tout petit peu ce programme spatial de l'Union africaine. Qu'est-ce que c'est, globalement? En quoi il consiste? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce programme-là? D'emblée, je voudrais vous remercier pour l'invitation et pour l'offre que vous me faites de pouvoir échanger avec les Ivoiriens sur le programme spatial africain. Le programme spatial de l'Union africaine n'est rien d'autre que le programme spatial des 55 pays africains, incluant la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que l'Afrique veut utiliser les sciences et technologies spatiales pour non seulement booster son économie, mais également pour mieux gérer ses ressources et assurer sa sécurité. Donc, encore une fois, ce n'est pas d'aller sur la Lune ou sur Mars, mais c'est d'utiliser l'espace comme un environnement où on se positionne pour mieux observer la Terre et pour mieux assurer la communication. Comment l'Afrique se donne les moyens de pouvoir réaliser ce si beau programme que vous nous présentez, docteur? En fait, généralement, on pose cette question, mais l'Afrique est déjà dedans. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez le système Yango en Côte d'Ivoire, c'est carrément les sciences et technologies spatiales. Vous appelez Yango, vous leur dites je vais ici, je quitte ici, je pars ici. Le chauffeur ne fait que suivre. Mais il y a toute une science derrière qui utilise l'espace. La télécommunication par satellite. Nous sommes ici, nos images sont transmises, nos voix sont transmises. C'est aussi la science spatiale. Mais actuellement, l'Afrique ne fait qu'utiliser ce qui a été développé par d'autres. Ça revient très cher. Alors, il est temps que nous nous prenions en main. Il faut bien commencer quelque part. Lorsqu'on en parle, on pense simplement qu'on n'a pas besoin d'aller sur la Lune. Mais je peux vous dire que la gestion des territoires, la gestion de nos ressources marines, les navires qui sont en train de racler les fonds, nous sommes à Abidjan, on ne voit pas. Voilà, et la piraterie. Par exemple, l'orpaillage clandestin. On peut fournir des informations à l'État. Traquer le terrorisme.
ce n'est pas, la science spatiale ne fournit pas la solution complète, mais fournit de l'information pertinente pour la prise de décision. Parce que les troupes au sol ont besoin de savoir où aller pour ne pas se perdre dans la nature. Et l'Afrique dispose de combien de satellites en ce moment pour pouvoir faire toutes ces observations depuis l'espace? Alors, nous sommes dans un début. L'Afrique, pour le moment, on a 41 satellites, mais ces satellites ont été développés en partenariat. C'est pour cela qu'il faut peut-être reprendre les choses où elles doivent être reprises. C'est-à-dire qu'il faut former les Africains à cette science-là, la masse critique. Parce que c'est ceux-là qui vont former, qui vont développer les outils et qui vont adresser nos priorités, qui vont répondre à nos priorités. Et nos priorités sont nombreuses. Donc l'Union africaine, avec l'apport des 55 pays, a essayé de mettre certaines priorités. Parce que chaque pays a ses priorités, c'est vrai, mais en tant que continent, en tant que le deuxième plus grand continent au monde, nos ressources sont nombreuses, notre territoire est très vaste. 20% de la terre. Voilà, on ne peut pas se permettre d'utiliser les méthodes traditionnelles qui prennent 5 ans pour un petit territoire. Donc avec l'espace, c'est à temps quasi réel. S'il y a l'inondation à Abidjan, le président de la République, le ministre de tutelle, ils n'ont pas forcément besoin d'aller sur le terrain. Ils peuvent voir ça comme une photo, comme une image de télévision. C'est de cela dont il s'agit. Alors, je pense que ce discours sur ce que j'appellerais un peu la souveraineté spatiale se confronte mal à la réalité. Quand on voit que des grands pays comme l'Inde, la Chine, les États-Unis mettent près de 50 milliards au moins de dollars pour la conquête de l'espace, là où les pays africains peinent à rassembler 100 millions à 200 millions de dollars. Comment est-ce que vous faites? Parce que, excusez-moi, mais pour être un peu plus terrestre, entre guillemets, on a du mal déjà même à faire fonctionner des compagnies d'aviation, etc. Donc, on a déjà du mal avec l'aérien, et du coup, on veut aller dans l'espace. Vous n'avez pas des 41 satellites, mais qui sont tous sous-traités, parce que les lanceurs, les fusées, etc., ne nous appartiennent pas. Comment est-ce qu'on fait? Alors, ça, c'est une très, très, très belle question, parce qu'il s'agit ici d'avoir une approche très stratégique. D'abord, je voudrais vous dire qu'il y a 3 types de pays dans le domaine spatial en Afrique. Vous avez les pays qui sont pionniers, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria à côté de nous, ils y sont. Il y a aussi les nouveaux venus, l'Éthiopie, le Gabon, le Rwanda, le Ghana, à côté de nous, le Sénégal qui vient. Djibouti. Voilà, Djibouti qui se prépare à être une plateforme spatiale, donc où il y aura des lancements. Et puis le gros lot, qui sont de gros consommateurs, c'est-à-dire que nous, on paye pour les autres. Parce que dans tous les pays, vous avez des cellulaires. Ici, on parle de coûts exorbitants. Je ne dis pas qu'avoir nos outils spatiaux, ça va complètement résoudre le problème, mais ça va contribuer. Mais pour revenir à votre question, il faut que les Africains, d'abord, prennent conscience que l'économie du 21e siècle et du 22e siècle, c'est l'économie du savoir. Et le savoir, c'est de l'information. Et la science spatiale, c'est le cœur de l'information. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on parle de numérique, nous sommes tous contents lorsque on regarde nos images et puis on voit que, par exemple, le flux d'immigrants, on sait, ceux-là sont en train de passer ici. Nous sommes contents d'avoir l'information sur l'étendue de forêt ou sur l'érosion côtière. Nous sommes contents de savoir que la route n'a pas pris, comment on appelle, tel terrain. Tout ça, en amont, il y a la science spatiale. Mais comment on s'y prend pour y arriver? Ça coûte cher, et vous avez raison. Il s'agit d'une priorité à se donner. Les Européens se sont mis ensemble pour créer l'Agence spatiale européenne. C'est en cela que l'Union africaine a créé l'Agence spatiale africaine, qui se trouve au Caire, qui sera abritée par l'Égypte. Deuxièmement, le financement. Le financement viendra de la contribution des États membres à la caisse de l'Union africaine. Mais je peux vous dire une chose, aucun pays, aucune institution ne peut développer l'espace seul. Il faut regarder la complémentarité. Il ne faut pas dupliquer. Et c'est en cela que nous invitons les pays africains à, comme on dit en anglais, leverage, à mettre les forces ensemble, à essayer de bonifier pour que si vous faites A, moi je fais B, un autre fait C, le même montant d'argent pour faire A, B, C ne viendra pas d'une seule poche. Et ça peut être vivable. Mais il y a des modèles économiques qui viennent avec,
l'opportunité nous sera peut-être donnée plus tard pour rentrer dans les détails. Merci beaucoup, docteur Tidiane Ouattara. Je rappelle, vous êtes responsable développement et la mise en œuvre du programme spatial de l'Union africaine. Vous l'avez dit, on aura d'autres occasions de vous avoir sur notre plateau. Mais déjà, merci d'avoir été sur notre plateau pour nous permettre de porter le regard vers le ciel et surtout avoir beaucoup d'espoir. Si vous permettez rapidement, nous avons un grand événement dans le New Space Africa Conference. Donc, c'est la conférence sur l'espace. C'est le plus grand événement africain qui se passe à Abidjan du 25 au 28 à l'hôtel Ivoire. Avril, 25 au 28. Voilà, avril. Et vous avez tous les présidents de toutes les agences spatiales africaines qui sont là. Nous attendons 300 personnes qui viennent de l'extérieur. Elles sont toutes arrivées. Et nous, c'est pour nous une messe, c'est une fête. Il faut que les Ivoiriens qui peuvent venir s'y rendent aussi pour aller savoir de quoi il s'agit dans les détails. Ça sera où? On remercie le gouvernement pour son support. Merci beaucoup. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui en est le parrain. Merci beaucoup, docteur Tidiane Ouattara. On vous retrouve juste derrière et nous serons en compagnie pour la suite de monsieur Traoré Dominique Traoré. Il est premier vice-président et porte-parole du mouvement des générations capables. À tout de suite. Élisée Bouloubou est sur le plateau, il est en compagnie de Sa Majesté Daouda Coulibaly. Madame Edith Broubleu est avec nous. Monsieur Alain Toussaint et nous a rejoint monsieur Dominique Traoré, premier vice-président et porte-parole du mouvement des générations capables MGC. Bonsoir monsieur Traoré, comment allez-vous? Bonsoir monsieur, je vais bien et vous? Merci d'être sur notre plateau. Alors tout à l'heure, effectivement, on a eu une petite hésitation à propos de la présentation du MGC. On a dit c'est un parti, c'est un mouvement. Alors concrètement, comment on le présente à nos téléspectateurs, le MGC? C'est un mouvement qui est en train de devenir un parti politique. Il est déjà devenu un parti politique. Qu'est-ce qu'on en dit? Le MGC, tel que vous montrez son ancien logo, n'est plus ce MGC-là. Okay. Le MGC, qui est né en août 2022, c'est un parti politique. Alors, MGC se décline ainsi, Mouvement des générations capables. Donc, le MGC, Mouvement des générations capables, est bel et bien un parti politique, l'un des derniers nés des partis politiques en Côte d'Ivoire. Alors justement, ce qui a un peu prêté à confusion, c'est qu'il est né d'un mouvement et puis tout le monde avait dit il va devenir un parti politique, d'autres ont dit non. Et finalement, il a mis un parti politique. Pourquoi il n'est pas né directement parti politique, par exemple? Mais non, il n'est pas né directement parti politique simplement parce que ce n'était pas forcément la première volonté de notre présidente. Je dois vous rappeler que le MGC est né autour de Dr Simone Yves Gbagbo. Ça, il faut le savoir. C'est l'immense expérience politique de Dr Simone Yves Gbagbo qui donne naissance au mouvement des générations capables. Alors, initialement, des associations, des organisations qui se reconnaissaient en elles ont voulu créer un mouvement pour participer au débat qui avait cours. Pardonnez-moi, docteur, mais j'ai envie de dire personne n'y croyait vraiment, parce que cette expérience dont vous avez parlé de Mme Simone Yves Gbagbo, tout le monde s'est dit, Mme Gbagbo ne va pas s'arrêter à un mouvement. J'ai envie de dire personne n'y a cru. Bon, vous avez été des prophètes. Je suis quand même le premier vice-président du mouvement des générations capables. Donc, je vous donne des informations de première main. Je vous dis que le débat a évolué pour que Mme Simone Yves Gbagbo décide finalement de regrouper toutes ces organisations-là. Il faut dire aussi qu'il y avait des anciens du Front populaire ivoirien originel qui souhaitaient vraiment qu'on aille dans un parti politique. Tous ces groupes-là se sont réunis. Alors justement, qu'est-ce qui a créé le déclic? Vous savez, le MGC mouvement a été porté par une idée maîtresse. N'oubliez pas que Mme Gbagbo en était la marraine. Et l'idée maîtresse vient d'elle. Dr Simone Yves Gbagbo estime qu'il faut reconquérir certaines valeurs cardinales dans notre pays, sans lesquelles, eh bien, ce pays-là, et aucun pays ne peut être viable. Et dans ces valeurs-là, vous avez la compétence poussée à l'excellence, vous avez la crainte de Dieu, vous avez des valeurs comme la valeur travail. Et donc, toutes ces valeurs qui ont foutu le camp, elle a estimé que, du haut de son expérience, qu'il fallait commencer par là. Alors, il y a eu un engouement tel que, il y a eu une dynamique telle que nous nous sommes rendus compte qu'il fallait capitaliser justement cette dynamique-là en allant plus loin. Et c'est ce qui a poussé à la création du parti politique
en août 2022. Août 2022, vous avez créé le MGC, il est en marche. Le 2 septembre, on parle d'élection. Où est-ce que le MGC en est avec son recensement? Quel est le nombre de militants que vous avez aujourd'hui? Vous voulez parler de l'implantation? Oui, l'implantation. Nous sommes en plein déploiement dans le pays, en dehors du pays, en Europe, un peu partout. La présidente, Dr Simone Evé Gbagbo, nous a fixé des objectifs auxquels elle a assigné aussi un temps de réalisation. À la fin du mois de juin 2023, nous ferons le point. En ce moment-là, si vous m'invitez sur votre plateau, je vous donnerai des chiffres, je vous ferai un point d'étape clair et je vous dirai où nous en sommes avec le recrutement de nos militants. Avec ce que vous dites là, j'ai des inquiétudes finalement pour le 2 septembre. Non, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vous dis que nous sommes un parti particulier. Nous sommes nés il y a à peine quelques mois, mais notre présidente est une chevronnée de la politique. C'est notre particularité. Et donc, à notre Assemblée générale extraordinaire, nous avons décidé d'aller à toutes les élections. Et nous serons aux échéances prochaines. Est-ce que vous allez pouvoir couvrir les 31 régions? Ce n'est pas notre ambition. Nous sommes réalistes, nous sommes un jeune parti. C'est déjà une prouesse en soi que de pouvoir avoir des candidats. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'un certain nombre de vos responsables viennent du FPI originel. Moi, j'allais parler des militants. Comment comptez-vous faire? Parce que vous avez un matelas électoral, les militants du FPI originel, il y a ceux qui sont PPACI et ceux qui rejoignent Mme Simone Gbagbo. Comment est-ce que vous allez solutionner un certain nombre de problèmes d'adhésion? D'abord au parti et également d'adhésion sur les candidats que vous présenterez lors des prochaines échéances électorales. Alors, sur l'appartenance à l'adhésion à notre parti, je voulais vous rassurer, notre parti est régenté par un ensemble de textes que j'ai là avec moi sur ce plateau, un ensemble de textes fondateurs, fondamentaux, un manifeste, des statuts règlements intérieurs. Ce sont ces textes-là qui sont la colonne vertébrale de notre parti. C'est à l'égard de ces textes-là qu'on adhère à notre parti. Alors, comment nous allons faire Je parlais d'adhésion en tant que, je veux dire, ceux qui adhèrent à votre vision, à votre programme. Comment est-ce que vous allez séduire l'électeur lambda? Bon, d'abord, c'est la vision que nous portons qui séduit. Je dois vous rappeler que notre parti est quand même un parti innovant sur la place nationale. Nous disons qu'il y a 3 piliers essentiels qui fondent le MGC. Un premier pilier, c'est celui des valeurs, celui de la transformation des mentalités, de la transformation, j'ai envie de dire, des habitudes que nous avons ici, qui ne sont pas les bonnes si nous voulons aller plus loin dans le développement, dans le progrès. Et troisièmement, nous avons un pilier développement où nous rassemblons toutes les expertises au sein du parti et là où les questions qui concernent tous les aspects de la vie nationale sont traitées. Et c'est justement dans ce pilier développement-là que sortira notre projet de société et notre programme de gouvernement que nous vous ferons connaître bientôt. Alors, puisqu'on est en train de parler, Lisa, avec votre permission, puisqu'on est en train de parler des textes fondamentaux, vous avez parlé, madame, du docteur Simone Evé Gbagbo, qu'on connaît pour ses compétences de femme politique, qui l'accompagne au niveau du parti. Est-ce qu'on a d'autres noms forts des visages connus. Nonobstant toute votre compétence que je connais, docteur. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes, justement, vous avez parlé par exemple d'anciens membres du FPI qui l'ont peut-être rejoint. Est-ce qu'on peut évoquer des noms comme ça? Quelques poids lourds. Mais bien sûr, vous avez le deuxième vice-président de notre parti, qui est le camarade Tapé Kipré, dont le nom n'est pas inconnu dans ce pays. Vous avez des anciens ministres, le ministre Nguessan Yao Thomas, le ministre Kofi Lazare, le ministre Secret Richard. Vous avez des compétences variées et diverses. Je ne vais pas citer tout le monde sur ce plateau. Et la place des femmes, parce qu'au départ, lorsqu'on a vu que c'était un mouvement, on a vu beaucoup de femmes accompagner le professeur Simone Evé Gbagbo. On s'était même dit que c'était un mouvement, on a dit féministe, qui soutenait la candidate et la femme qu'est Simone Evé Gbagbo. Et là, vous citez beaucoup d'hommes et la place des femmes dans le MGC. Bon, vous m'avez posé la question, je vais vous répondre. Évidemment, vous voyez bien que notre présidente est bel et bien une femme. C'est déjà un symbole fort. Nous avons des dames dans notre parti. Alors, je peux vous citer déjà celle qui était la coordonnatrice générale du mouvement, quand il n'était pas encore parti politique, Madame Crédit Miessan. Nous avons
d'autres femmes, la structure des femmes du parti, naturellement, est dirigée par une femme, Mme 50% de femmes? Quelles sont les statistiques? Non, nous n'avons pas encore 50% de femmes. Vous atteignez 30%? Nous nous battons pour atteindre les 30%. La question est générale. En tout cas, le docteur Simone Évêque-Babo fait beaucoup de formations, invite les femmes. D'ailleurs, elle était à l'Assemblée nationale, où elle parlait encore des droits des femmes. Elle-même, elle inspire. Et nous invitons toutes les femmes qui sont dans divers domaines et qui pensent que le domaine politique ne les concerne pas. Nous les invitons à rejoindre les partis politiques, notamment le MGC, parce que c'est là qu'on décide de l'avenir des nations. Et quand on parle d'avenir des nations, je ne vous apprends rien, les femmes occupent là une grande place. En tout cas, on se souvient bien qu'elle a porté le combat de l'invitation des femmes à s'intéresser à la chose politique. On s'en souvient, on en parlait à la vie politique, on en parlait sur le plateau. Ok, docteur, s'il est vrai que le MGC, comme vous le dites, est né il n'y a pas très longtemps, vous-même vous l'avez reconnu sur ce plateau, il est animé par des personnalités chevronnées de la politique ivoirienne. Mais malheureusement, le constat, c'est que sur les questions de la vie de la nation, pour ces derniers mois, depuis la naissance de l'UNICEF, on n'a pas trop entendu ce parti-là. Aujourd'hui, c'est quelle offre que vous proposez aux Ivoiriens au niveau du MGC? Je vais compléter. Quel est votre socle idéologique? Bon, je commence par la question du socle idéologique. Nous sommes des sociodémocrates. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous connaissez l'histoire de la social-démocratie, je ne vais pas la rappeler. Nous croyons, comme tous les pays, à l'économie de marché, mais nous pensons qu'il faut, en acceptant l'ouverture du marché, en acceptant l'accession des entreprises au système bancaire, nous pensons qu'il faut protéger aussi les populations en travaillant à réguler les rapports entre le monde de l'entreprise privée et la population. Ce sera le rôle de l'État. Je résume ainsi les choses pour l'ensemble des téléspectateurs. Alors, votre confrère me demande ce que nous faisons et que nous sommes absents. On ne vous entend pas trop sur les questions de la vie de la nation depuis quelques mois quand même. Avec voilà. tout ce qu'on a vécu, la crise Donc, des quelle est data, l'offre par exemple que vous proposez aux Ivoiriens en fait? D'abord, sur l'offre que nous proposons aux Ivoiriens, je voudrais vous rassurer. En tant que parti, nous sommes à pied d'œuvre pour établir notre projet de société, notre programme de gouvernement. Donc, il est en cours d'élaboration? Il est en cours d'élaboration. Okay. Nous sommes bien avancés. D'accord. Et nous communiquerons assez sur ce programme-là quand il sera connu. Vous n'avez peut-être pas suivi régulièrement les déclarations de notre présidente, mais sinon, sur certaines questions de l'actualité, sur la vie chère et sur bien d'autres questions, elle intervient. D'ailleurs, vous me posez la question relative aux data. Bon, il y a quelques leçons quand même à tirer. Dans notre pays, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des consommateurs. Il y avait des consommateurs, il faut saluer toutes les initiatives en la matière. Aujourd'hui, je pense que toutes les parties sont en train d'entendre la voix de ces consommateurs. Mais il faut aller au-delà. Il y a une question qu'il faut se poser et qui est fondamentale. Les data, nous parlons du prix des data. Les data viennent d'où? D'où nous viennent les data? Qui crée les data? Je mets cette question en perspective, il faut la régler. Si nos pays ne s'organisent pas pour aller à la source, pour participer au débat sur les questions pointues en termes de science et de technologie, eh bien, on va se débattre pour avoir quelques réductions de coûts, mais la question demeurera. Il faut donc que nous soyons partie prenante là où on crée toutes ces données-là que nous utilisons aujourd'hui et qui sont incontournables. Très bien. M. Traoré, on va s'intéresser à l'actualité. Un point de l'actualité, on va le dire comme ça, en perspective. Ce sont les prochaines élections, les prochaines échéances électorales, les municipales, les régionales. Dans quel ordre de bataille vous êtes en ce moment au MGC? Ça vous intéresse? Mais bien entendu, je vous l'ai dit, nous serons présents. Comment vous préparez à toutes les élections? Il y a des listes, Daouda? La liste du RAGP est sortie, la liste du PPAC est sortie. À quand la liste du MGC? Pour qu'on sache au moins où vous voulez partir, parce que ce combat, c'est un combat de territoire. Ne vous inquiétez pas. Il y a des dates qui sont connues. Nous avons notre propre agenda. Nous sommes en train de travailler. Nous avons recensé les candidatures. Nous arbitrons. Nous allons faire connaître nos listes bientôt. D'ailleurs, ne vous étonnez pas. Ça fait beaucoup de bientôt, M. Traoré. Oui, mais je ne sais même pas pourquoi vous êtes pressé. Nos listes viendront.
nos listes viendront. Il faut quand même nous laisser le temps de nous organiser. Vous savez, Mme Gbagbo, c'est une école, hein, Dr Simone Gbagbo. Mais justement, on prend le temps de bien structurer les choses, de bien nous organiser. Et quand nous les annonçons, eh bien, vous voyez la marque. Mais justement, pour rejoindre mon ami et frère Daouda, bientôt on aura l'offre politique, oui. Bientôt l'organisation pratique, bientôt la liste. Il dit ça fait beaucoup de bientôt. Est-ce que finalement, on va dire, le MGC est prêt aujourd'hui pour pouvoir... est-ce que c'est pas aller compétir avec les autres? Quand on sait que déjà le RHGP est sur le terrain, PPAC est sur le terrain, même le FI est sur le terrain, mais bon. Non, il ne faut pas poser le problème en ces termes. Nous ne sommes pas en train de faire des comparaisons avec les autres partis. Ce qui compte, où se trouvent les intérêts du pays. C'est ça qui compte. Et nous, quand nous nous organisons, quand nous travaillons, nous ne disons pas quand nous rattrapons un tel ou un tel autre. Nous disons qu'est-ce que nous allons apporter à ce pays-là pour que ce pays avance. C'est cela. Je peux vous assurer, une grosse machine comme un parti politique, eh bien, ça ne démarre pas par un coup de baguette magique. Et quand je vous dis que nous travaillons et nous allons vous donner avant terme, parce que nous avons des dates, pour aller aux élections en septembre, il faut bien que la liste soit connue. Notre liste sera, je vous assure, dans les jours qui viennent, elle sera connue. Nous vous l'annoncerons, vous la verrez dans la presse. Est-ce que vous envisagez des alliances éventuellement dans certains territoires? Absolument. Nous aurons certainement des alliances dans certaines zones. Voilà, il m'a posé la question, est-ce que nous pensons couvrir tout le pays? J'ai répondu clairement en disant non, ce n'est pas notre ambition. Nous serons là où nous pensons avoir des chances de gagner. Nous serons là où nous pensons avoir des possibilités d'aller en alliance. Mais là où nous pensons qu'il y a du travail à faire, nous sommes réalistes et nous ferons ce travail-là, nous attendrons. Élisée? Concernant l'actualité du MGC, on nous annonce ce que vous avez appelé la fête des libertés, les 29 et 30 avril prochains. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? C'est quoi les fêtes des libertés? Est-ce que c'est la réplique de la fête de la liberté célébrée à l'époque du FPI, originelle comme vous le dites si bien, ou bien c'est un clone de la fête de la Renaissance qu'on a vécue il y a quelques semaines en arrière? C'est quoi aujourd'hui cette fête des libertés? Et ce sera quoi les spécificités? Ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais je peux comprendre votre question. Vous savez, l'idée de la fête des libertés, nous l'avons en partage avec les partis que vous venez de citer. Parce que nous venons de la même source. L'histoire de la fête des libertés, c'est quand même l'histoire de cette grande victoire-là que tous les partis de gauche ont décidé de célébrer quand, en 90, le grand Houphouët-Boigny et le PDCI ont cédé et ont décidé que, bon, il fallait s'ouvrir au multipartisme. Vous savez, souvent les gens oublient, mais la liberté de réunion n'existait pas. Hein. Faire un meeting à l'époque, c'était une gageure, c'était une prouesse. Alors, quand vous pouvez vous réunir, quand vous pouvez contester, eh bien, ça a une histoire. La fête des libertés, dans le FPI originel, c'était ça. Mais nous, au MGC, nous reconduisons cette idée, mais nous avons une conception plus large des libertés et nous parlons de fête des libertés. Très bien. Monsieur Traoré, moi je pense que le président de la République a décrété cette année de la jeunesse. Quelles sont les propositions du MGC pour la jeunesse? Ou bien Mme Simone et Yves Gbagbo, qu'est-ce qu'elle compte faire pour la jeunesse? D'abord, dans les partis politiques, nous avons décidé que la jeunesse, l'organisation de la jeunesse soit occupée par les jeunes. C'est-à-dire des personnes que nous ciblons entre 16 ans et 30 ans. D'abord, il faut commencer par là. Il ne faut pas que ces structures-là soient des tremplins pour des adultes, pour faire de la politique, se faire connaître. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, vous savez que Mme Gbagbo, Mme Simone Gbagbo, sa première force, c'est qu'elle c'est une pédagogue. Il y aura beaucoup de formations. Nous allons consacrer beaucoup de formations à notre jeunesse. Je dois vous dire que nous travaillons encore une fois à organiser notre jeunesse, à installer les structures des jeunesses un peu partout, là où nous nous implantons. Et donc, notre jeunesse, on va la prendre en main, on va l'outiller dans tous les domaines. Très bien. Voilà. Alors, rapidement, on a évoqué le président de la République. Demain, il y a un discours devant le Congrès. Oui. Qu'est-ce que vous en attendez? Évidemment, vous savez que ce pays est confronté à de grands chantiers. On parle de façon presque incontournable de réconciliation. On parle d'élection. Vous voyez, sur la réconciliation, notre présidente appelle de tous ses voeux, c'est un plaidoyer quasi systématique chez elle.
Il faut une loi d'amnistie pour sortir de la crise, pour que les prisonniers qui sont encore dans les geôles de la République sortent de prison et que les exilés, qui sont de tous les camps aujourd'hui, que les exilés rentrent au pays. N'est-ce pas faire le lit de l'impunité? Bon, ça c'était notre débat. Il y a quand même eu des procès. Vous parlez d'impunité. La présidente du MGC, elle a quand même été jugée, et pas par des tribunaux amis. Hein. Son dernier livre vous donne un chapitre sur les procès. Donc il n'y a pas d'impunité. Il y a des modèles qui ont fonctionné. Il faut qu'on sorte par le haut. Et pour sortir par le haut, il faut prendre une loi d'amnistie. Docteur Dominique Traoré, merci. Je finis là. Oui, parce que là, nous aussi, on a besoin de finir. Oui, la deuxième préoccupation concernant les élections. En 30 secondes, parce que sinon, après, on n'aura pas le temps de... Vous voyez bien qu'on parle d'élections. Mais tout le système électoral est à refonder. La CEI n'est pas indépendante. Elle n'est pas indépendante des partis politiques. L'une des grosses propositions du MGC et de Dr Simone Gbagbo, c'est de dire que la CEI doit être indépendante des partis politiques et des politiques. Très bien. Docteur Dominique Traoré, comme je disais, c'est la première fois qu'on vous a à propos du MGC sur notre plateau. On aura, et je vous le promets, d'autres occasions de vous avoir sur ce plateau-là. Et là, on vous posera des questions peut-être sur le rapport de Mme Gbagbo avec le président Ouattara, avec Charles Dégoudé, avec le président Gbagbo et la CEI, pourquoi pas. Merci d'avoir été sur notre plateau. Je vous remercie. En tout cas, on dira nos amitiés donc à Madame Dr Simone Gbagbo. Nous, on vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.